La crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, la mobilisation du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, élection de 2023 en RDC, on en parle dans le grand angle avec Didier Kamundou Batundi. Il est député national, élu du territoire de Massissi en province du Nord Kivu, président du parti Ensemble pour un Congo nouveau. Il est aussi président de la sous-commission droits civils et politiques, mais aussi rapporteur du caucus du Nord Kivu et militant très engagé depuis 25 ans dans la promotion des droits de l'homme, la paix et la gouvernance, prix mondial de paix et de tolérance, prix Riboc des droits de l'homme, à qui je dis bienvenue. Merci. Vous revenez de l'Europe. Était-ce un voyage professionnel ou bien individuel? Merci beaucoup, Madame Bola. Effectivement, je reviens de l'Europe. Je suis parti en France pour une mission parlementaire. Je devais rencontrer les autorités du Parlement français. Quand je dis Parlement, il y a l'Assemblée nationale, le Sénat, mais aussi l'Institut national des services publics. Donc j'ai profité de l'occasion pour rencontrer les autorités françaises et évoquer la crise sécuritaire dans notre pays et surtout, comme vous le savez, la position actuelle des États européens est souvent ambiguë et il est important de sensibiliser l'opinion internationale et l'opinion française qui ne connaît pas grand-chose sur ce qui se passe dans le pays. Donc j'ai saisi l'occasion pour en parler, pour défendre notre pays et appeler l'Assemblée nationale et le Sénat à prendre des mesures qui s'imposent. Honorable Didier Kamundou, pouvez-vous nous synthétiser la situation de l'Est actuelle? Alors, la situation de l'Est de la République démocratique du Congo, notre pays, notre unique et chère patrie, est explosive. L'insécurité traverse toute la partie Est, le flanc Est de la République, et spécialement concentrée dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Dans la partie de l'Ituri, nous trouvons des groupes armés qui s'opposent entre eux et c'est essentiellement des revendications d'ordre ethnique. Dans le Sud Kivu, nous retrouvons des groupes armés d'obédience ou d'origine rwandaise et également des groupes de patriotes, des groupes armés congolais qui s'affrontent entre eux et les FARDC qui doivent se battre pour rétablir la paix. Au Nord Kivu, c'est une autre situation où on a à la fois des groupes armés étrangers qui sèment la terreur. Honorable Didier Kamundou, où trouve-t-il les ressources pour défier l'État congolais? C'est la question que tout le monde se pose. Comme vous le savez, la RDC ne fabrique pas des armes. La RDC n'a pas d'usine d'armes, la RDC n'a pas de marché d'armes. Et les seuls à avoir la légitimité des ports d'armes sont les FARDC, la police et les unités armées de la MONUSCO. Aujourd'hui, je me pose cette question et je repose cette question à toute l'opinion nationale. Où ces groupes armés trouvent les armes? Quand on analyse la situation, on se rend compte que ces groupes armés sont alimentés. Si je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, en Ituri, les conflits, les combats se concentrent toujours autour des mines. Quand vous revenez au Sud Kivu, c'est toujours autour des zones d'intérêt économique. Au Nord Kivu, c'est encore plus pire. Les groupes armés
se concentre dans les carrés miniers et ce qui nous fait dire que ceux qui exploitent ces carrés miniers, ceux qui exploitent ces zones minières sont naturellement ceux qui alimentent cette guerre. Je crois qu'on va y arriver plus tard, mais un peu de mots, je pense que c'est l'origine de ces armes qu'ils utilisent pour défier notre armée. Et honorable, dites-nous qui sont les M23 et les FDLR? Alors, on parle souvent de M23, mais je vous ai dit tout à l'heure qu'en Ituri, on a des groupes armés. On cite essentiellement ceux qui sont très actifs, les FRPI. Il y a les Codeco. Au site Kivu, nous avons les Ngomino, nous avons les Touirguaneho, nous avons également les groupes de patriotes qui se battent. Au nord Kivu, malheureusement, nous avons les FDLR et les M23. Les FDLR, c'est quand vous revenez dans l'histoire, en 1994, lorsqu'il y a la guerre au Rwanda et que l'armée gouvernementale rwandaise est défaite et obligée de fuir avec toute la population au Congo, ils viennent avec armes et munitions. Ils vont semer la terreur dans notre pays et au fur et à mesure après la guerre, il y a un effort de la communauté internationale pour rapatrier les réfugiés. Alors, ceux qui étaient armés, je vais dire, l'armée rwandaise se transforme en ce que nous appelons aujourd'hui les FDLR, puisqu'ils créent ces mouvements dans le but, dans l'ambition de reconquérir le pouvoir au Rwanda. Donc il faut commencer, ils vont organiser un mouvement armé de reconquête du Rwanda. C'est ce qu'on appelle les FDLR. Nous reviendrons peut-être plus tard sur les contenus de ces vocables, puisque le ministre de l'Information et même le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, en a donné l'assistance. Aujourd'hui, le FDLR, c'est un mouvement supplétif du Rwanda. Le Rwanda a pris tous ces réfugiés rwandais que nous avons rapatriés dans leur pays, qui étaient des guerriers, il les a recyclés, ceux qui étaient malades, il les a placés à l'hôpital, les a soignés, les a nourris, les a engraissés et les a renvoyés au Congo pour venir nous faire la guerre, pour venir semer la désolation chez nous. Les M23, nous revenons dans l'histoire, lorsque Laurent Désiré Kabila vient au pays avec l'FDL, il signe des accords avec les Rwandais et l'Ouganda qui l'accompagnent dans les combats. Ils font le combat à Mobutu, ils défient l'armée zaïroise de l'époque et ils prennent le pouvoir à Kinshasa. Kabila, à un certain moment, leur dit: nous avons fini la guerre, il est temps que vous puissiez repartir dans votre pays. Hélas, on lui oppose un non catégorique et c'était le début d'une nouvelle guerre, vous vous rappelez, en 98. Ils vont finalement se transformer, donc après les accords de paix, qui vont permettre à ce que le calme revienne au pays et tout ça. Ces gens-là vont se transformer plus tard à travers des revendications farfelues en un autre mouvement armé qu'on appelle le CNDP, Congrès national pour le peuple, et je n'en sais pas la suite. Donc, ils vont opposer une guerre à l'époque au gouvernement. Et vous savez, ils vont tenter de prendre la ville de Bukavu, mais nos vaillants soldats vont les mettre hors d'état de nuire et ils vont le battre. Quelques années plus tard, ils vont récidiver en se transformant en ce qu'on appelle les M23, les mouvements du 23 mars. À ce moment-là, ils amènent des revendications
d'ordre identitaire. Ils disent ils sont peuplés Tutsi, ils sont marginalisés, ils ne sont pas acceptés, alors qu'ils avaient déjà été intégrés après les négociations avec les CNDP. Vous le savez, aujourd'hui, dans notre armée, ils sont les plus nombreux. Ils ont beaucoup de généraux, ils ont beaucoup de colonels. Donc, en termes d'officiers supérieurs, ils sont les mieux lotis que toutes les autres tribus. Alors qu'ils sont une tribu minoritaire, comme on l'a dit. Donc, le M23, c'est cette nébuleuse-là qui, aujourd'hui, après avoir été défait en 2012, ont refait surface avec d'autres revendications et sous la couverture du Rwanda. Aujourd'hui, en réalité, puisqu'on n'a pas en termes de chiffres, en tout cas de nombres, des éléments M23 capables de défier notre armée, ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui, c'est que c'est l'armée rwandaise qui est engagée sur le front. Vous voyez que les FDLR et le M23 sont des supplétifs du Rwanda qui les utilisent pour semer la terreur dans notre pays. Je fais une parenthèse sur ce qui se passe dans une autre partie du Nord Kivu, les ADF. Les ADF sont des citoyens ougandais, en tout cas à l'origine, qui ont été aussi armés par des entreprises qui fonctionnent en Ouganda. Et en tout cas, partant du principe à qui profitent les crimes, c'est à l'Ouganda, puisque les minéraux que ces gens recherchent au Nord Kivu ou en Ituri vont servir pour alimenter les entreprises internationales en Ouganda. Vous voyez que l'Ouganda et le Rwanda profitent vraiment du désordre qui règne dans notre pays. Et donc, il y a un conflit d'intérêts et c'est pour cela que nous dénonçons les accords ou la présence de l'Ouganda aussi dans tout ce qui se passe chez nous. Ils se présentent comme un pays ami, mais ce qu'ils font, c'est tout à fait le contraire de ce que peuvent faire des pays amis. Mais est-ce qu'il y a des preuves que l'Ouganda aussi attaque la RDC? Les preuves matérielles évidentes, on pourrait dire non, puisque si on dit oui, on va nous poser la question, mais pourquoi alors vous continuez à collaborer avec l'Ouganda? Puisque nous avons appelé l'armée ougandaise à la rescousse, et que l'armée ougandaise travaille aujourd'hui avec les FARDC. Mais la réalité, c'est que pour que Bunagana tombe, c'est l'armée ougandaise qui est venue à renfort, qui a poussé l'armée congolaise, qui pensait que c'était un partenaire et qui, d'un seul coup, l'a abandonné. Pour ne pas perdre grandement en hommes et en matériel, un repli stratégique s'imposait. Mais si l'Ouganda n'avait pas laissé entrer l'ennemi, les FARDC ne seraient pas partis de Bunagana. Et aujourd'hui, on n'aurait pas la guerre dont on est en train de parler. Honorable Didier Kamoundou, pourquoi est-ce que les FARDC n'arrivent pas à défaire ces groupes armés? Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des causes internes et des causes externes. D'abord, l'appui que les groupes armés reçoivent de l'extérieur. L'M23 soutenu massivement en hommes, en armes par le Rwanda. Les ADF soutenus en hommes, en armes à la fois par le Rwanda et par l'Ouganda, puisqu'on ne peut pas justifier que les ADF se battent 5-10 ans. Ils n'ont pas de moyens. Chaque fois, ils se replient en Ouganda et ils reviennent en force. On va dire qu'ils trouvent les moyens où. Moi, j'en conclus qu'ils sont soutenus à partir de l'Ouganda. Ça, c'est l'appui extérieur. L'appui extérieur, c'est aussi des multinationaux qui profitent de ces désordres.
qu'il faut l'échange entre minerais et armes ou argent. Mais il y a aussi des faiblesses internes. Au niveau de notre armée, on doit les souligner. Et vous le savez, notre armée est infiltrée jusqu'au sommet. Et ces infiltrés, ces éléments dangereux qui sont au sein de notre armée et au sein du chaîne de commandement sont aussi à la base du désordre et de l'incapacité de nos FARDC à faire face aux groupes armés. Nous avons des informations, et d'ailleurs le gouvernement l'a reconnu, que certains officiers, je ne dis pas tous les officiers, je précise certains officiers, c'est-à-dire des brebis galeuses, et que le gouvernement s'emploie d'ailleurs à éradiquer actuellement, étaient en connivence avec l'ennemi. On a constaté que si Bunagana est tombé, c'est puisque aussi les informations de l'armée régulière, les stratégies de l'armée régulière étaient transmises instantanément à l'ennemi. Ce qui fait que les M23 de l'autre côté, l'armée rwandaise savait qu'est-ce que nous avons planifié, qu'est-ce que nous comptons faire le lendemain, ainsi de suite. Et donc c'est de cette façon qu'on était pris de pourvu à chaque occasion. Et aujourd'hui, en termes d'appui interne, si je vais dire, il y a aussi des groupes armés locaux qui témoignent de l'origine des armes qu'ils utilisent, qui ont été donnés par certains officiers congolais ou des officiers rwandais infiltrés dans notre armée. Vous savez, à travers la coopération, après l'arrivée de l'AFDL, à l'époque des CNDP avec les accords, il y a eu ce qu'on a appelé l'intégration dans l'armée, ainsi de suite. Mais ces gens-là, ils sont venus juste des corps au sein de notre armée, mais d'esprit, ils sont restés des citoyens de leur pays, c'est-à-dire du Rwanda. Et à l'intérieur de notre armée, ils servent leur pays, ils servent le Rwanda, et donc ils trahissent tous les jours notre armée, et c'est comme ça que notre armée n'arrive pas à s'en sortir. Il y a également, évidemment, des faiblesses internes liées aux moyens de prise en charge, à la mauvaise gouvernance au sein de l'armée, ainsi de suite. Mais le chef de l'État, il est en train de résoudre ces problèmes, puisqu'il en est désormais conscient, et il a découvert toute la manigance, il a découvert tous ces complots-là, et il s'emploie actuellement, et c'est pour cela que je le félicite, il s'emploie actuellement à éradiquer, à extirper de notre armée toutes ces brebis galeuses qui font la faiblesse de nos FARDC. Honorable Didier Kamundou, en caucus des députés, vous avez eu à rencontrer le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, plusieurs fois pour parler de la situation sécuritaire de l'Est du pays. Alors, qu'avez-vous décidé avec lui? Oui, effectivement, vu le contexte, vu la situation qui s'enlisait, vu l'insécurité et les souffrances que traversent nos populations, nous avons à plusieurs reprises sollicité et obtenu de rencontrer les chefs de l'État. On a débattu de fond en comble de cette question, et le chef de l'État est ouvert chaque fois au débat sur ce qui se passe dans nos provinces. Nous étions donc les caucus des députés du Nord Kivu et les caucus des députés de l'Ituri. Mais à certaines circonstances, on a été aussi avec les caucus des députés du Sud Kivu, donc les trois provinces concernées par la guerre. Parmi les grandes questions qui ont été débattues, c'était surtout la démobilisation des groupes armés, puisqu'il a été constaté que ce sont ces groupes armés qui sèment l'insécurité. Et de ces groupes armés,
ils sont catégorisés en deux. Il y a les groupes armés étrangers et les groupes armés locaux. Nous avons convenu avec le chef de l'État qu'il fallait que les groupes armés soient, en tout cas, démobilisés et réintégrés ou réinsérés. Il y a des nuances qu'il faut faire entre réintégrer et réinsérer. Et c'est de là que venait le programme PDDRC. C'est-à-dire, pour les membres des groupes armés qui remplissent encore les conditions, il y a les conditions d'âge, les conditions de santé et consorts, qu'on puisse les intégrer au sein de FARDC, mais selon des critères ou un critérium défini par les autorités, par le gouvernement, par l'armée. Et aussi, ceux qui ne remplissent plus les conditions, qu'on puisse les réinsérer dans la communauté. Ça concerne les groupes armés locaux. Et que les groupes armés étrangers, on puisse les identifier et les renvoyer dans leur pays d'origine. Là alors, on parle des ADF, des FDLR et en tout cas, une partie des membres de M23 qui sont des militaires rwandais. Alors, nous avons échangé régulièrement sur ces questions-là. Nous avons échangé aussi sur la construction d'une nouvelle armée. Une armée, en tout cas républicaine, une armée capable de protéger le pays. Et nous avons remarqué, nous avons constaté ensemble avec les chefs de l'État qu'il y avait des faiblesses qu'il fallait combler. Parmi ces faiblesses, il y a évidemment beaucoup de nos militaires qui ont dépassé l'âge. On ne peut pas garder une armée vieillissante. Et donc ces gens-là, il est temps soit qu'on les amène à la retraite, et il y en a beaucoup, que ce soit au niveau des officiers, que ce soit au niveau des militaires de rang, mais également, il y a de ces gens-là qui sont incapables physiquement, qu'on doit en tout cas éradiquer de la liste. Puisque souvent on nous dit, vous avez 120 millions d'hommes, mais les 120 millions d'hommes, on ne les trouve pas sur terrain. Et donc, la nécessité de recruter d'autres militaires, de recruter d'autres jeunes pour intégrer, venir remplacer ces gens-là. Puisque sur terrain, il se pose un problème très sérieux d'effectifs. Vous vous rappelez l'épisode où le chef de l'État est parti à Butembo pour aller visiter les militaires. On le surprend en lui disant, d'abord on lui dit qu'il y a 21 000 hommes là-bas pour combattre les ADF, mais quand il arrive là-bas, il ne trouve pas 21 000 hommes. La réalité, c'est qu'il n'y avait pas 21 000 hommes, il y avait environ 7 000 hommes, et 7 000 hommes, parmi lesquels il y a des handicapés, il y a des personnes qui ont dépassé 40 ans. Une armée, pour défendre le pays, ce ne sont pas des gens qui ont plus de 40 ans. Une armée, pour défendre le pays, ça doit être entre 20 et 35 ans. À partir de 35 ans, on commence à préparer la reconversion vers d'autres métiers. Donc, ce sont ces questions-là que nous avons débattues avec les chefs de l'État. Nous avons débattu avec les chefs de l'État la question des infiltrés, des ennemis qui sont dans la chaîne de commandement de notre armée. Je peux vous assurer que le chef de l'État a été à notre écoute, mais il a pris son temps pour analyser et comprendre davantage la dynamique afin de ne pas tomber dans l'erreur et d'être accusé de favoritisme ou d'exclusionnisme. Puisque le plus souvent, on accuse, bon, on veut exclure tel groupe, ainsi de suite. Donc, voilà les questions que nous avons débattues avec le chef de l'État. Et parmi les réponses qui nous ont été données, c'est qu'il a instruit au gouvernement de préparer une loi de programmation militaire. La loi de programmation militaire, celle qui va nous permettre de construire une armée véritablement
capables de défendre le pays. C'est un programme pluriannuel qui permet de projeter à court, moyen et long terme des actions qui dynamisent notre armée. Il y a eu ce que je viens de dire, l'aspect recrutement des soldats. Ce processus a commencé il y a quelques mois, en tout cas l'année passée, mais le processus, il n'y avait pas d'engouement. Il n'y avait pas d'engouement de jeunes parce que les jeunes ne se pressent pas à aller dans une armée où ceux qui sont là vivent difficilement, ils ont un mauvais salaire, ainsi de suite. Nous, en tant que députés, nous avons demandé au gouvernement de faire un programme, de faire un projet qui met à l'honneur, qui encourage les jeunes à intégrer l'armée. Et le budget que nous avons voté, que le gouvernement nous a présenté de 14 milliards pour l'année prochaine et que nous avons revu à la hausse à 15 milliards de manière à donner en tout cas un paquet utile aux forces armées, c'est ce budget-là qui va nous permettre de redorer l'image de nos forces armées congolaises. Voilà. Honorable Didier Kamundou, sur le plan diplomatique, beaucoup critiquent le chef de l'État Félix Tshisekedi sur la confiance qu'il aurait eue envers Paul Kagame, mais aussi sur sa confiance à l'égard de la communauté internationale. Qu'en dites-vous? Oui, je crois que le chef de l'État, il a fait sa part. Il ne s'agit pas d'une naïveté. Il y a quelques années, on a accusé notre pays qui est considéré comme un pays solution dans la région. J'ai entendu parler de ce terme pour ce qui concerne l'écologie, l'environnement. Mais en termes de sécurité, la RDC, c'est aussi un pays solution. Si la RDC est pacifiée, tous les pays autour de la RDC vont en profiter. Et déjà, beaucoup de personnes, en tout cas beaucoup d'analystes et la communauté internationale a accusé la RDC de fermer son économie et d'empêcher les pays extérieurs d'en profiter. Et que ça serait d'ailleurs la raison pour laquelle ces pays préfèrent passer par des voies détournées, c'est-à-dire soutenir les groupes armés, créer la confusion, créer le désordre, afin qu'ils puissent venir puiser par ces canaux-là. Et donc, c'était pour répondre à ces critiques-là que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a entamé une démarche diplomatique vers les pays voisins pour les amener à une table de discussion afin que nous puissions construire une économie intégrée en Afrique centrale. Il a été, vous le savez, il a signé des accords avec le Rwanda, des accords économiques. On a même donné au Rwanda l'exploitation, en tout cas, d'un minerai stratégique, l'or. Il y a des accords avec le Burundi, avec l'Ouganda et avec tous ces pays-là. Ça, c'est la démarche du président Félix Tshisekedi. Mais ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que ces pays ne sont pas satisfaits. Chaque fois qu'on leur donne, on leur tend la main, ils veulent prendre l'avant-bras. Quand on leur donne l'avant-bras, ils veulent prendre le bras. Et finalement, je pense qu'ils vont prendre toute la main, ils veulent ôter toute la main. Et je crois qu'à un certain moment, il faut dire stop. Et aujourd'hui, le chef de l'État s'en est rendu compte qu'il a trop fait et qu'il doit maintenant arrêter, puisque le même Rwanda qui a en tout cas été bien servi, c'est ce Rwanda-là qui finance les groupes armés dans notre pays, puisque tout simplement le Rwanda, lui, voudrait prendre d'une manière anarchique. Alors que nous, on lui dit, vous prendrez ce que vous pouvez prendre, mais à travers une coopération bilatérale bien définie. Honorable Didier, qu'en est-il de la mobilisation du chef de l'État envers les jeunes, mais également envers les groupes armés? Lorsque le chef de l'État
a constaté que nous sommes en tout cas menacés, attaqués officiellement par les Rwandais, il a changé de fusil d'épaule. Puisque la politique de bon voisinage que lui il prônait n'a pas produit de fruits, vous l'avez vu, en guerrier, il a pris les choses en main et il a frappé sur la table en disant désormais c'est fini. Nous allons chercher à nous défendre. Et pour que nous puissions y arriver, il n'y a pas multiples solutions, il n'y a pas 1000 solutions. Il faut faire la guerre. Il faut faire la guerre. Et pour faire la guerre, il faut avoir des hommes. C'est de cette façon que le chef de l'État a fait appel à la jeunesse. Et là, je remercie et félicite la jeunesse congolaise, qui est une jeunesse consciencieuse, qui a compris le message du chef de l'État, qui a compris que les dangers étaient à la porte et que nous avions un seul pays et que si ce pays-là, on nous l'ôte, alors nous devenons des apatrides. Nous allons errer à travers le monde. Déjà, nous avons 5 millions de Congolais qui vivent à l'étranger. Nous n'allons pas en ajouter. Donc, les jeunes ont répondu massivement et je les encourage, je les félicite. Nous avons aujourd'hui, selon les statistiques, déjà 10 200 jeunes qui se sont mobilisés pour répondre à l'appel du chef de l'État. Mais aussi l'appel du chef de l'État s'adressait au groupe des patriotes, les groupes armés qui se disent congolais, de savoir que leur action peut être nuisible pour la sécurité du pays et qui ne peuvent pas continuer à faire des revendications qui ne tiennent pas la route, que le moment était venu de défendre la nation. C'est comme ça que nous avons vu des groupes armés se mobiliser. Vous avez vu à la télé, par exemple, les groupes armés APCLS, avec leur chef, Janvier Karaïri, qui ont répondu à l'appel du chef de l'État. Puisque pour ces groupes armés, d'après ce que je sache, il est important de défendre la patrie. Je vais vous dire une chose, madame. Ça fait plusieurs années que j'observe les groupes armés en République démocratique du Congo. Je les analyse, je les étudie, j'étudie leur comportement en matière des droits de l'homme, respect des droits humanitaires, en matière d'ambition pour la protection de la patrie. Et je peux vous dire ici, et d'ailleurs, le gouvernement, il y a d'autres membres du gouvernement qui l'ont dit, que le monsieur Janvier Karaïri, c'est un vrai patriote. Puisqu'il n'a pas hésité, de venir répondre à l'appel du chef de l'État. Mais il n'est pas le seul. Il y a eu d'autres aussi qui ont répondu à cet appel. Et c'est l'occasion pour moi de leur dire, abandonnez aujourd'hui vos petites revendications-là. Abandonnez des revendications qui ne favorisent pas la cohésion nationale. Venez soutenir le pays. Défendez le pays. Puisque vous avez décidé de venir, nous, de notre part, nous demandons au gouvernement de vous recevoir. De vous recevoir pour que vous puissiez mettre votre énergie non dans le désordre, mais plutôt dans la construction d'un pays fort, dynamique, sécurisé. Voilà ce que j'ai par rapport à la mobilisation du chef de l'État. Et je crois que cette mobilisation ne concerne pas seulement les jeunes, ne concerne pas seulement les groupes armés, elle concerne tous les Congolais. Honorable Didier Kamundou, quittons la situation sécuritaire de l'Est du pays et parlons élection de 2023. Était-ce possible dans ce contexte? Oui, la CENI nous a publié un calendrier récemment, un calendrier électoral. La CENI nous a fixé les étapes à venir. Moi, j'ai fait confiance à la CENI
Je pense qu'ils ont bien réfléchi leur stratégie et que les programmes qu'ils nous ont soumis, ils l'ont trouvé faisable. Mais je voudrais souligner qu'ils ont assorti ces calendriers des contraintes. Il y avait des contraintes d'ordre technique, d'ordre financier, mais aussi d'ordre sécuritaire. Et puisque nous parlons de l'Est, je voudrais parler de la question sécuritaire. Il est possible que, dans le contexte d'aujourd'hui, la CENI ne soit pas à mesure de mobiliser ou de déployer ses équipes, puisque dans certaines parties du pays, il y a l'insécurité. Qu'allons-nous faire dans ce contexte-là? Allons-nous abandonner? Allons-nous faire des élections dans une partie du pays et pas dans une autre partie du pays? C'est la question que nous devons nous poser et c'est la question à laquelle nous devons répondre. Moi, je pense que tous les Congolais ont le droit de participer au processus électoral. Et donc, les décisions ou la décision qui sera prise à l'avenir doit tenir compte de cet aspect-là. Il est hors de question qu'on accepte qu'une partie, en tout cas comme ça a été en 2018, qu'une partie des Congolais ne puisse pas participer aux élections. Donc, j'ai redit, je fais confiance à la CENI et j'alerte l'opinion nationale, internationale, que la CENI a posé des préalables. Il faut qu'on travaille sur ces préalables pour ne pas donner raison que les élections soient renvoyées à calendrier grec. Mais en même temps, nous devons nous dire, entre les élections et la paix, qu'est-ce que nous voulons? Si le contexte ne permet pas que nous puissions organiser des élections, puisque pour moi, il est hors de question qu'on ait des élections qui ne sont pas apaisées. Il est hors de question qu'on ait des élections qui ne sont pas crédibles, des élections qui seront contestées. Il faut qu'on arrive à se mettre d'accord tous, que le contexte, les moments nous permettent d'organiser de bonnes élections. Et donc, nous devons nous dire qu'est-ce que nous voulons faire aujourd'hui. Mais ce n'est pas à moi de répondre. Je crois que à un certain moment, le débat va se poser. Mais la CENI a déjà jeté les dés et nous félicitons la CENI, nous l'encourageons à continuer dans ce sens-là, puisqu'il nous a promis de respecter les délais et nous souhaitons qu'il respecte les délais qu'à la date du 20 décembre 2023, nous puissions élire les nouveaux présidents de la République et qu'avant cette date, les autres étapes puissent être possibles. Honorable Didier Kamundou, avant de nous séparer, un mot de votre part à la population congolaise et particulièrement à la jeunesse. Je voudrais d'abord, Madame Bola, m'adresser aux premiers citoyens de la République. Je le remercie d'abord pour la ténacité et le courage qu'il a pris depuis qu'il est à la tête de ce pays et particulièrement depuis ces moments difficiles que traverse la partie est de notre pays. Je m'adresse ensuite aux membres de mon parti Ensemble pour un Congo nouveau, partout où ils sont, à Kinshasa, au Sud Kivu, au Nord Kivu, où le parti est particulièrement installé. Je salue tous les membres qui sont à Masisi, à Goma, à Beni, à Lubero, et je les appelle à soutenir l'action du chef de l'État et la mobilisation à laquelle il nous a conviés. Je m'adresse également à la population du Nord Kivu. Que les gens ne nous divisent pas. Vous le savez, l'ennemi veut
créer la zizanie. L'ennemi veut que nous puissions nous diviser pour qu'il puisse en profiter. La cohésion, l'unité fera de notre pays un pays fort. Les discours de haine, les discours identitaires, nous devons y mettre fin. Tels que les jeunes sans discrimination se mettent ensemble, tels que les patriotes, je les ai vus se mettre ensemble pour combattre l'ennemi, de la même façon, j'appelle toute la population du Nord Kivu, en particulier nous les politiciens, qui sont toujours les premiers à diviser la population, à nous mettre à l'esprit que le moment n'est pas à la division. Le moment est à l'unité. Nous devons construire notre pays et ça passe par le soutien à nos FARDC, le soutien à la politique menée par les gouvernements. Opposition et majorité ensemble. En tas de guerre, il n'y a pas majorité, il n'y a pas opposition. Pour finir, je demande à la population, en tout cas de toute la République démocratique du Congo, le chef de l'État a été un peu plus clair. Le peuple rwandais, c'est un peuple comme les autres, c'est un peuple frère, c'est un peuple ami. Nous devons vaincre l'ennemi ensemble avec eux. L'ennemi, le chef de l'État l'a dit, c'est le gouvernement rwandais. Et si nous voulons que les choses changent, nous devons nous débarrasser de cet homme. Cet homme qui sème la zizanie, c'est cet homme qui met à mal la cohésion, la paix dans la région des Grands Lacs, en Afrique centrale. Les Burundais ont besoin de la paix. Les Rwandais ont besoin de la paix. Les Congolais ont besoin de la paix. Les Angolais ont besoin de la paix. Nous n'aurons pas cette paix-là si nous avons encore des hommes qui sont de nature à semer la guerre un peu partout, des vents en guerre. Nous pensons que l'énergie que nous avons, nous devons la concentrer à construire une Afrique centrale forte, une Afrique centrale unie et surtout nous débarrasser de toutes ces personnes-là qui ne veulent pas de cette unité. Voilà, honorable Didier Kamoundou, je vous remercie d'avoir accepté d'être notre invité de Grand Angle. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames, messieurs, c'en est fini pour le Grand Angle. Merci à tous de l'avoir suivi.